J'arrive au jardin avec 3 minutes d'avance, comme toujours, le restaurant niché entre les boutiques d'Union Square, ses tables de trottoir occupées par la foule du brunch dominical, mes talons claquant sur le trottoir tandis que je réajuste mon blazer anthracite avant d'entrer. L'hôtesse me connaît, Miss Moore, votre père est déjà installé, bien sûr qu'il l'est. Preston Moore n'attend jamais personne mais vérifiera son téléphone pendant tout le repas. Je me faufile entre les tables. Jusqu'à l'apercevoir dans une banquette d'angle, voûtée sur son écran, défilant du pouce sans lever les yeux quand je m'assois en face, seulement un grognement en guise de salut, bonjour, papa, un autre grognement, le bruit des bises dans l'air attire mon attention, ma mère, Meredith Moore, est arrêtée à 2 tables, saluant un groupe d'amis de la haute société, son rire clair et étudié traversant la salle, puis, lorsqu'elle nous rejoint enfin. Elle ne s'assied pas vraiment, elle s'arrange, lissant son chemisier crème avant de se percher au bord de la banquette. Alana, dit-elle en m'offrant sa joue que j'embrasse par devoir, son parfum français est hors de prix m'enveloppant. Maman, le serveur arrive, bonjour, monsieur Moore, madame Moore, comme d'habitude. S'il vous plaît, répond Preston sans lever les yeux, et pour vous, mademoiselle? L'accentuation me pique, cela fait 3 ans que je mange ici 2 fois par mois, et je suis toujours mademoiselle, toujours l'après-coup, un café noir et la frittata aux légumes. Meredith fronce le nez, pas de mimosa, chérie? C'est dimanche. Je travaille cet après-midi. Un dimanche? Elle soupire comme si j'avais avoué quelque chose de gênant, le grondement d'un moteur annonce l'arrivée de Spencer avant même qu'il n'entre, et par la fenêtre je regarde mon frère aîné se déplier hors d'une Porsche argentée, jetant les clés au voiturier avec l'arrogance décontractée de quelqu'un à qui on n'a jamais dit non, puis entrer, 10 minutes en retard, désolé, coincé à Atlantic City, week-end de folie, j'ai gagné 5000 rien qu'au blackjack. Preston lève enfin les yeux, bien, mon fils, et Spencer s'affale à côté de moi, toujours électrisé. La suite, ils me l'ont offerte, papa, tu n'imagines pas, 2 chambres, du marbre partout. Je bois mon eau en silence, le serveur revient avec nos boissons et Spencer commande un Bloody Mary sans regarder la carte. Donc, dit Meredith en croisant les mains, ton père et moi avons discuté du chalet de Tao. Mes épaules se crispent, les plans de rénovation sont finalisés, 1,2 million tout compris, nouvelle cuisine, suite principale modernisée et on se débarrasse enfin de cette vieille bibliothèque poussiéreuse, elle deviendra une vraie salle multimédia. Un coup de froid me traverse. La bibliothèque? Oh, Alana, ne sois pas sentimentale, tranche Meredith d'un geste, ces vieux livres tombent en lambeaux, personne ne les lit. Moi, je les lis. Grand-mère Claire m'a légué cette bibliothèque dans son testament. Le chalet est en copropriété, rappelle-toi, dit Preston en posant son téléphone, la voix plate, lasse, ne complique pas les choses pour du sentimentalisme, on augmente la valeur du bien. Je ne complique rien. J'énonce un fait juridique. Meredith sourit plus fort, un sourire qui coupe, sa voix se projetant pour que les tables voisines entendent. Alana, ma chérie, tu devrais être reconnaissante que nous t'invitions encore à ces brunchs. La pitié va loin dans cette famille, les conversations alentour se font plus discrètes, des têtes s'inclinent à peine. Feignant de ne pas écouter, Spencer ricane, déjà absorbé par ce qui ressemble à une appli de casino, mon visage chauffe, mais ma voix reste calme, merci pour votre honnêteté. Mère, elle cligne des yeux, surprise que je ne réplique pas, tant mieux, le serveur apporte nos plats et nous mangeons en silence, je découpe ma frittata en carrés précis pour gagner du temps, et mon esprit retourne 2 ans en arrière, lors de la cérémonie des prix 31h30, la salle était pleine de dirigeants de la tech, d'investisseurs, de gens qui comprenaient ce que j'avais construit. Une collègue senior de Stanford s'était approchée de notre table, où mes parents semblaient dépaysés au milieu des ingénieurs. Madame Moore, vous devez être si fière, le travail d'Alana dans les algorithmes prédictifs est révolutionnaire. Meredith avait souri, la main sur le cœur, nous sommes simplement ravis qu'elle ait trouvé un passe-temps où elle est douée. La pauvre, elle a toujours eu du mal socialement alors ce travail de donner lui convient parfaitement. Le sourire de la collègue s'était figé, je m'étais excusé pour aller aux toilettes et j'y étais resté 15 minutes, la pauvre cette expression m'a suivi toute ma vie. De retour au présent, Spencer décrit une main de poker dans un détail interminable, Preston hoche parfois la tête, Meredith vérifie son reflet dans un poudrier, je suis leur fille informatique. Celle qui réinitialise le mot de passe-mail de Preston chaque mois, celle qui a construit tout le tableau de bord du Family Office, intégrant comptes d'investissement, registres immobiliers, documents fiscaux, 8 ans de travail gratuit en croyant que la compétence me vaudrait du respect, je me suis trompé. Le repas se termine, Preston demande l'addition qu'il signe sans la regarder. Dehors, Meredith embrasse ses amis, Spencer court photographier sa Porsche sous une meilleure lumière, et je marche seul vers ma voiture dans le brouillard de San Francisco, les mains tremblantes, 8 ans à croire que si je travaillais plus dur,
si je construisais de meilleurs systèmes, il finirait par me voir comme quelqu'un de valeur, mais les mots de Meredith ont dissipé cette illusion, la pitié, il ne m'invite que par pitié, assise dans ma voiture, je réalise que ma propre pitié est la seule chose qui les protège, mes compétences. Offertes gratuitement, les ont protégés de leur propre incompétence, Preston ne survivrait pas une semaine sans mon tableau de bord, Spencer aurait déjà ruiné sa vie si je n'avais pas signalé certaines transactions, le brouillard appuie contre le pare-brise, j'ai un accès administrateur total à tout, chaque compte, chaque investissement, chaque mot de passe, Preston a signé l'autorisation il y a 5 ans sans la lire, il voulait juste que son portefeuille s'actualise plus vite, plus de travail gratuit, je démarre et rentre chez moi, ce soir, j'exécuterai mon devoir fiduciaire, je protégerai les actifs avant de démissionner, c'est dimanche soir, j'ai le temps, ils pensent que je suis la pauvre fille qui mérite leur pitié, ils n'ont aucune idée de ce qui arrive, la nuit venue, j'ouvre mon ordinateur dans mon appartement de Russianil, les lumières de la ville scintillant derrière les baies vitrées. Mais je ne regarde pas la vue, le bureau en acajou de ma grand-mère, la seule pièce que j'ai réclamée dans sa succession, porte mon MacBook et 3 écrans, maintenance de routine, c'était tout ce que cela devait être, j'ouvre le tableau de bord du Family Office, le système que j'ai construit de zéro, portefeuille d'investissement, registres immobiliers, compte fiduciaire, relevé bancaire, tout intégré, Preston l'appelle la feuille magique d'Alana quand il daigne la mentionner. J'inspecte l'historique des transactions et repère une série de retraits, le compte courant de Spencer, 50 000 $ en mars, 42 000 en avril, 63 000 en mai, mon pouce accélère, je filtre par catégorie, Atlantic City, à chaque fois, 18 mois de vol croissant, pas du jeu occasionnel, du pillage systématique, 350 000 $, ce n'est pas de la négligence, c'est une addiction. Et personne ne le voit parce que je suis la seule à lire ces rapports, je passe au dossier du chalet de Tao, les permis de rénovation devraient être enregistrés, là, demandé il y a 2 semaines, par Meredith, description, retrait de cloisons non porteuses dans la section nord-est, la bibliothèque, j'ouvre les factures de l'entrepreneur, 180 000 $ déjà payés, débité du trust la semaine dernière, ils n'en parlaient pas seulement au brunch, ils ont déjà commencé, l'écran clignote, une alerte rouge, utilisateur concurrent détecté, 21h47, Spencer, dans le module de virement, 50 000 $, bénéficiaire, Borgata Hotel Casino & Spa, en attente dans la file de traitement qui s'exécute à 22h, dans 13 minutes, ma poitrine se serre, si ce virement passe. C'est un vol de plus que j'aurais permis en construisant un système si fluide qu'il n'a même plus à réfléchir, j'ai un choix, laisser passer ou l'arrêter, la pitié va loin dans cette famille, mes doigts se mettent à taper. Je déclenche le protocole de sauvegarde d'urgence, celui que j'ai installé il y a 3 ans lorsque mon père avait demandé des mesures de sécurité supplémentaires. Il a signé l'autorisation sans jamais la lire. Des téraoctets de données commencent à se copier sur des disques externes cryptés, chaque transaction, chaque email, chaque document signé, 8 années de preuve. 21h52. Preston avait signé l'accord de l'administrateur principal il y a 5 ans, je me souviens l'avoir regardé griffonner sa signature, distrait par un appel téléphonique, tandis que j'expliquais la clause sur les pouvoirs d'urgence. Oui, fais ce qu'il faut, m'avait-il dit. Ce que je devais faire. Il m'avait donné le pouvoir unilatéral de geler les comptes en cas de fraude ou d'usage abusif présumé. Le virement de 50 000 $ de Spencer est un usage abusif. 21h58, j'active le protocole d'authentification double sur tous les comptes, toutes les cartes de crédit, toutes les plateformes d'investissement, j'active la double authentification et change les mots de passe maîtres par des chaînes aléatoires de 60 caractères. Le virement de Spencer échoue en premier, transaction refusée. Authentification requise. Je retire la protection contre les découverts de tous les comptes courants, s'il est déjà à découvert, il le découvrira demain matin. Les 11 cartes de crédit familial prennent plus de temps, je dois désactiver chacune individuellement, Amex Platinum, Visa Signature, la carte Barnet que Meredith utilise pour sa garde-robe. Tout affiche rouge. Statut, inactif. Les comptes d'investissement viennent en dernier, je mets un blocage de 72 heures sur toutes les transactions, pas de trade, pas de retrait, pas de transfert. 22h04, mes mains tremblent, non de peur, mais de clarté. Ce n'est pas une vengeance, c'est de la maîtrise et des conséquences. J'ai un devoir fiduciaire de protéger ses actifs. La fiducie créée par ma grand-mère me nomme co-administratrice avec mon père, un autre document qu'il a signé sans lire. Je ne vole rien, j'arrête l'hémorragie, je protège les biens familiaux de la famille elle-même. La distance émotionnelle est étrange, comme passer de l'eau froide au sable chaud. Pour la première fois depuis des années,
Je ne cherche pas leur approbation, je fais mon travail. J'ouvre un nouvel onglet et accède à mon email sécurisé. Vanessa Hargrove, avocate, rencontrée il y a 2 ans lors d'une conférence Women in Tech, m'avait donné sa carte en disant « Si jamais vous avez besoin de quelqu'un qui comprend à la fois le droit de la famille et les litiges financiers, appelez-moi. » Je tape le message avec soin, objet, urgent, violation de fiducie et litige immobilier. Vanessa, j'ai besoin de votre aide, document joint sur le vol systématique du fonds de fiducie et les modifications immobilières non autorisées. J'exerce mes pouvoirs d'urgence en tant que co-administratrice pour geler les comptes en attendant l'enquête, besoin d'un CASN2IST pour les entrepreneurs, d'une notification au bureau des permis et d'une préparation de litige. Je joins rapport financier, facture des entrepreneurs, demande de permis, testament de grand-mère avec clause de la bibliothèque surlignée. Envoyé. 22h31. Mon téléphone reste silencieux sur le bureau, mais demain matin il explosera de notifications, 17 messages vocaux, 43 textos. Ce soir, il reste muet. Je rédige l'email de démission à Preston Moore, directeur de Preston Capital, CC. Spencer et Meredith Moore, objet, démission, poste d'administratrice système. Avec effet immédiat, je démissionne de mon poste d'administratrice légale du système pour le Preston Family Office. Les protocoles de sécurité ont été mis à jour conformément aux dispositions d'urgence de notre accord signé en mars 2020. Tout accès administratif est restreint en attendant la résolution des problèmes de conformité à la fiducie. Toutes les questions concernant la propriété de Tao doivent être adressées à mon avocat, Vanessa Hargrove, Alana Moore. Mon curseur survole, envoyé. Ils me prennent pour la pauvre fille reconnaissante qui doit accepter leur pitié. Ils ont construit leur confort sur mon travail invisible, l'analphabétisme technologique de Preston masqué par ma compétence, la dépendance de Spencer financée par les comptes que je gérais, le statut social de Meredith protégé par mon silence. J'envoie. 23h47, j'éteins mon téléphone. Le chaos commencera demain matin, l'Amex de Preston sera refusé au salon de l'aéroport, les jetons de Spencer rappelés, le virement de Meredith à sa décoratrice rejeté. Ils réaliseront trop tard que la fille informatique n'était jamais le problème, mais la solution qu'ils prenaient pour acquise. La première erreur survient à 9h, l'Amex Platinum de Preston, qu'il possède depuis 23 ans, est refusé au salon de SFO. Je n'y suis pas, mais j'imagine son visage, confusion, irritation, puis cette nuance de rouge qu'il prend face à l'incompétence, sauf que cette fois-ci l'incompétence n'est pas celle des autres. 15 minutes plus tard, les jetons de Spencer sont rappelés simultanément dans 3 casinos d'Atlantic City, exigence immédiate de paiement. La synchronisation n'est pas un hasard, ces lignes de crédit passées par les comptes familiaux, désormais inaccessibles. À 9h30, le virement permanent de Meredith à sa décoratrice est rejeté, elle payait Claudette $5000 par mois depuis 18 mois, surtout pour la rénovation de Tao qui n'aura jamais lieu. Je me demande si Claudette le lui dira ou si la banque enverra une lettre polie mais ferme pour fonds insuffisants. À 10h, mon téléphone compte 17 messages vocaux, tous de Spencer. Je ne les écoute pas. Je suis dans mon appartement de Russianhill, 2e tasse de café, regardant le brouillard se dissiper sur la baie, et je ne ressens rien, ni culpabilité ni satisfaction, juste un calme complet, comme en fermant un tableau Excel parfaitement équilibré. L'assistante de Preston appelle à 10h15, je laisse sur messagerie. Le groupe familial explose à 10h22. Notification silencieuse, je regarde quand même, Spencer, Alana, qu'as-tu fait? Preston, appelle-moi immédiatement. Meredith, c'est scandaleux. Comment oses-tu nous embarrasser ainsi? Spencer, je suis sérieux. Appelle-moi maintenant. Preston, j'appelle nos avocats. Je repose le téléphone et finis mon café. Le mercredi matin arrive, ciel gris et odeur de pluie, le bureau de Vanessa au 42e étage d'un gratte-ciel du centre-ville, verre et acier, calme feutré des moquettes et portes épaisses. J'arrive 10 minutes en avance, comme toujours, et attends dans la salle de conférence réservée. Preston entre exactement à 9h, flanqué de 2 hommes en costume. Je reconnais immédiatement le type, avocat d'entreprise facturant $800 de l'heure et parlant par clause mesurée. Il ne me salue pas, prend le siège en face et joint les mains, restaurer l'accès au compte immédiatement. Vanessa ne lève pas les yeux de ses notes, « Bonjour monsieur Moore, merci d'être venu. Je ne suis pas là pour les politesses. Ma fille a commis vol et sabotage et je veux que cela soit corrigé avant d'être contrainte à une action légale. Je le regarde, je n'ai rien volé, j'ai protégé les actifs contre un vol en cours.
c'est absurde, non? Vanessa glisse un dossier sur la table, nous voulons discuter de l'activité de jeu de Spencer, spécifiquement 350 000 $ de retrait non autorisé sur 18 mois. L'un des avocats tend la main vers le dossier, son collègue se penche par-dessus son épaule. Je regarde leurs expressions changer en consultant les journaux de transactions, les relevés de casino, l'analyse des motifs. J'ai passé 8 ans à construire des systèmes de suivi. La mâchoire de Preston se crispe. Les dépenses personnelles de Spencer ne vous concernent pas. Si, lorsque c'est un vol sur des comptes familiaux, dit Vanessa, et cela devient très concerné pour Alana en tant qu'administratrice principale responsable de la protection des actifs. Le second avocat tousse, puis-je voir le document d'autorisation? Vanessa le produit, 3 pages, signature de Preston, grande et négligée en bas. Je me souviens du jour où il l'a signé il y a 5 ans, à peine regardé le texte, pressé de son thé. L'avocat lit lentement, le visage pâle, Monsieur Moore, cela confère des pouvoirs d'urgence unilatéraux à l'administratrice pour la protection des actifs, citation. Qu'est-ce que ça veut dire? La voix de Preston perd son tranchant. Cela signifie qu'elle avait pleine autorité légale pour faire exactement ce qu'elle a fait. Le silence s'étire. Dehors, le carillon d'un câble-car résonne, la pluie frappe les vitres. C'est toujours du vol, dit Preston, mais le doute a disparu de son ton. Je penche en avant, je propose un audit, comptabilité judiciaire complète de toutes les transactions du Family Office des 2 dernières années, chaque retrait, chaque virement, chaque chèque. Si j'ai fait quelque chose d'irrégulier, j'en subirai les conséquences. Mais Spencer subira la même vérification. Preston se lève, absolument pas, alors on se voit au tribunal, dit Vanessa avec aplomb, sûr que le processus de découverte sera éclairant. Les avocats échangent un regard, le premier touche le bras de Preston, pouvons-nous avoir un moment avec notre client? Ils sortent dans le couloir, derrière la paroi vitrée, je les observe se regrouper, voix urgente et basse. Le visage de Preston passe de la colère à la confusion puis à quelque chose qui ressemble à de la peur. Ils reviennent après 8 minutes. Nous avons besoin de temps pour examiner la documentation, dit le premier avocat, et pour discuter des options avec notre client. Bien sûr, dit Vanessa, nous sommes disponibles pour poursuivre la conversation quand vous le souhaiterez. Preston sort sans un mot de plus. Ses avocats le suivent, emportant des copies de tout ce que nous avons présenté. La porte se referme avec un claquement qui ressemble à celui d'un coffre-fort. J'expire lentement. Tu t'en es bien sorti, dit Vanessa. Tu es resté calme. J'ai l'habitude. Ils reviendront, sûrement avec d'autres exigences, certainement avec une stratégie différente. Mais tu as vu leur visage en lisant cette clause de pouvoir d'urgence. Je l'ai vu aussi, l'instant précis où ils ont réalisé que Preston avait signé sans comprendre qu'il abandonnait son contrôle. La même négligence qui a défini sa façon d'être père finit enfin par se retourner contre lui. Mon téléphone vibre. Un message de Rachel, une ancienne collègue de la société de data science, on m'a dit que tu pourrais avoir besoin d'un témoin de moralité. Je suis là si tu as besoin. Un autre. David, le directeur de banque avec qui je travaille depuis 6 ans, ton statut de signataire est documenté et valide. Dis-moi si tu as besoin d'une confirmation officielle. Encore un autre. Marcus, de la sécurité informatique, je peux valider tes protocoles de protection. Ils sont irréprochables. Je n'ai rien demandé à personne. La nouvelle a dû circuler dans le réseau professionnel que j'ai passé 10 ans à bâtir, celui que ma famille qualifie de hobby de données. Le jeudi soir, je suis à mon comptoir de cuisine, en train de manger un pad thaï à emporter et de parcourir mes emails quand mon téléphone s'allume avec le nom de Vanessa. Il a engagé Mitchell Crawford, dit-elle sans préambule. Je viens d'avoir la notification. Je pose mes baguettes. Crawford, le cabinet qui a géré l'affaire de la succession Westfield. Du très haut niveau. Il ne plaisante pas, Alana. Ça veut dire qu'il se prépare à te poursuivre en justice. Je devrais me sentir anxieuse, menacée. Au lieu de ça, je sens quelque chose de vif et tranchant se déployer dans ma poitrine. Parfait, dis-je. Il mord à l'hameçon. Le rire de Vanessa est discret mais sincère. Tu es vraiment incroyable, tu le sais? J'ai appris des meilleurs. Il m'a toujours dit d'avoir un plan. Et le tien? La phase de divulgation. Il veut me poursuivre? Parfait. Ça veut dire assignation. Comptabilité complète.
Chaque transaction, chaque document, chaque petit secret sale que le Family Office Preston cache. Il est tellement obsédé à l'idée de me contrôler qu'il ne voit même pas le piège. Ça pourrait devenir très laid. Ça l'est déjà. Maintenant, on l'officialise. Après avoir raccroché, je me verse un verre de vin et je me poste à la fenêtre. Les lumières de la ville commencent à percer à travers le brouillard. Quelque part, Preston est sûrement assis avec Crawford, en train de présenter son dossier, me décrivant comme la fille ingrate qui a trahi sa famille. Qu'il le fasse. Il ignore complètement la quantité de documents que je possède. 8 ans d'archives méticuleuses, chaque conversation enregistrée, chaque autorisation sauvegardée. J'ai bâti cette forteresse sans même savoir que j'en aurais un jour besoin. Mon téléphone vibre encore. Spencer, je rentre en cure. C'est grave. J'ai besoin de te parler. Je fixe le message. La première communication de sa part qui ne soit ni une menace ni une exigence. Je ne réponds pas. Pas encore. Qu'il reste un moment avec ce besoin. Dehors, le brouillard s'épaissit, engloutissant la ville. L'email de Vanessa arrive un mardi matin, 2 semaines après notre rencontre avec les avocats de Preston. Objet, Crawford a déposé. Dans mon appartement, mon café refroidit à côté de mon ordinateur. J'ouvre la pièce jointe. Le nom de Mitchell Crawford trône au sommet d'une demande de partage judiciaire, saturée de jargon qui se résume à une chose, Preston veut vendre le chalet de Tao, prétend que je l'ai mal géré et exige la part majoritaire. Mon téléphone vibre. Message de Vanessa. Appelle-moi. Je compose. Elle décroche à la première sonnerie. Il te fait passer pour le problème, dit-elle. Gaspillage et mauvaise gestion, absence d'entretien, le baratin habituel quand on veut forcer une vente. Je m'adosse à ma chaise, observant le brouillard qui passe devant ma fenêtre. Il a ouvert la porte. Exactement. La divulgation fonctionne dans les deux sens. Combien de temps pour déposer la contre-motion? Donne-moi 48 heures. J'y joindrai le testament de ta grand-mère, et je demanderai une divulgation complète pour l'évaluation des actifs. Tous les documents du Family Office Preston deviennent accessibles. Fais-le. Je consulte l'alerte de presse que Vanessa m'a transférée. Un journal local de Tao a repris l'affaire. Bataille immobilière dans une dynastie tech, hurle le titre, accompagné d'une photo du chalet. L'article cite des sources, proches de la famille, affirmant que le conflit implique une fille difficile qui refuse de coopérer. Les traces de Meredith sont partout. Ma mère a toujours été une experte des campagnes de rumeurs. D'ici midi, elle aura appelé toutes les femmes de son cercle du country club pour raconter l'histoire. Pauvres Preston et Meredith, luttant contre leur fille ingrate. Ils voulaient seulement améliorer la propriété familiale. Je ferme l'ordinateur et termine mon café. Qu'ils parlent. Les mots ne les sauveront pas de ce qui arrive. Le jeudi après-midi, un numéro inconnu apparaît sur mon téléphone. Je manque presque de ne pas répondre, mais quelque chose m'y pousse. Alana? La voix est rauque, hésitante. Spencer, tu m'appelles d'où? Cabine téléphonique du centre. Il surveille nos portables. Il marque une pause. Je suis là depuis 2 semaines. Plus lucide maintenant. Je réfléchis plus clairement. J'attends. Je témoignerai, dit-il d'un ton précipité. Je te dirai tout. Les comptes offshore aux Bermudes, la société de conseil qui n'existe que sur le papier. Papa falsifie des documents fiscaux depuis des années, et je l'ai vu faire. Je ne veux plus être comme eux, Alana. Je ne peux pas, mon pouce accélère, mais ma voix reste stable. Et cette soudaine conscience. Parce que je comprends enfin ce que tu as fait. Tu n'as pas détruit la famille. Tu nous as empêchés de nous détruire nous-mêmes. Son souffle se brise. Protège-moi de lui. S'il te plaît. Papa ne pardonne pas la déloyauté. Envoie tout à Vanessa. Nom, numéro de compte, tout ce dont tu te souviens. Je vais le faire. Je te le promets. La ligne se coupe. Je reste immobile, le téléphone en main. La coopération de Spencer change tout. Preston a mal calculé, croyant que la loyauté familiale surpasserait tout. Il a oublié que la loyauté exige du respect. Ce soir-là, ma boîte vocale se remplit de messages que je n'écoute qu'après le dîner, un verre de vin à la main.
La voix de Meredith se déverse dans le haut-parleur, mielleuse et venimeuse. Ta grand-mère serait honteuse de toi, Alana. Vraiment honteuse. Tu détruis notre héritage familial pour une pièce remplie de vieux livres. Est-ce que ça en vaut la peine? Qu'est-il arrivé à la fille que j'ai élevée? J'enregistre le message, heure et date incluse. Preuve de harcèlement, si nécessaire. Les suivants sont du même acabit. 6 en tout, passant du reproche à la colère, puis à une désespération à peine voilée. Je ne réponds pas. Le silence stratégique est une arme. Vanessa dépose la contre-motion le vendredi matin. Je lis son travail à ma pause déjeuner. C'est chirurgical. Elle accueille favorablement l'action en partage, demande une divulgation complète pour l'évaluation, et joint le testament de grand-mère Claire, qui me lègue explicitement la bibliothèque. Les assignations couvrent chaque document du Family Office Preston sur 15 années. Le piège n'est pas subtil. Tout juriste le verrait immédiatement. Mais Preston s'est engagé lorsqu'il a déposé sa plainte, et reculer maintenant serait pire que d'avancer. Lundi, les fissures apparaissent. Preston laisse 3 messages vocaux, chacun plus tendu que le précédent. Le premier me demande d'être raisonnable. Le second menace de conséquences. Le troisième n'est qu'un souffle lourd suivi d'un juron. Meredith cesse de m'appeler directement et commence à harceler la famille élargie. Mon téléphone sonne avec des messages de cousins oubliés depuis 10 ans, que se passe-t-il, et, vous ne pouvez pas arranger ça? Je n'en réponds aucun. Mercredi après-midi, Vanessa m'envoie une photo. Les inspecteurs du comté ont affiché un ordre d'arrêt des travaux sur le chalet de Tao. Les violations de permis les rattrapent. Les amendes quotidiennes s'accumulent. Les entrepreneurs, impayés depuis des mois, déposent des préavis de privilège. La rénovation que Meredith voulait tant est en train de saigner de l'argent tout en restant gelée. Spencer envoie un message directement à Vanessa, je veux quitter cette famille. Elle me le transfère avec un mot, levier. Je suis en train de lire les conclusions préliminaires du comptable judiciaire quand mon téléphone sonne. Vanessa, la voix vibrante d'un calme excité, Crawford sait. Il a compris ce que la divulgation révélera. Et il panique. Il m'a appelé il y a 1 heure. Il tâtonne pour un accord amiable. Très décontracté. Très peut-être qu'on peut régler ça sans aller trop loin. Je souris à mon reflet dans la vitre assombrie. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que ma cliente est parfaitement à l'aise avec le processus de discovery, que nous n'avons rien à cacher et que nous accueillons la transparence totale. Comment a-t-il réagi? Silence complet pendant 10 secondes. Puis il a dit qu'il prendrait contact. Après avoir raccroché, je consulte les dossiers de preuve. Les informations de Spencer, combinées à mes 8 années de documentation, dressent un tableau dévastateur, évasion fiscale à hauteur de 2,3 millions de dollars, violation de la SEC et multiples transactions, un schéma systématique de fraude que l'obligation légale de Crawford l'oblige à signaler si cela apparaît dans le Discovery. Preston a construit son empire sur des compétences qu'il n'avait pas et des règles qu'il n'a pas respectées. J'étais l'échafaudage qui le soutenait. Et je suis parti. Maintenant, toute la structure s'effondre. Vendredi matin, Vanessa appelle avant même que j'aie fini mon premier café. Crawford veut une réunion. Lundi. Lieu neutre. Il a expressément demandé que Preston vienne sans Meredith. Il est prêt à régler. Il est terrifié. Il ne s'agit plus du chalet. Et il le sait. Je regarde autour de mon appartement, la vie que j'ai bâtie loin d'eux. Mets ça en place. J'y serai. Alana. La voix de Vanessa s'adoucit. Tu l'as. Quoi qu'il arrive lundi, souviens-toi de ça. Je raccroche et me tiens à ma fenêtre, regardant San Francisco s'éveiller en contrebas. Quelque part dans la ville, Preston réalise son erreur. Il pensait pouvoir m'intimider pour me soumettre avec un procès et la pression sociale. Au lieu de ça, il m'a remis la clé de tout. Lundi ne peut pas arriver assez vite. Le lundi matin, la salle de conférence du cabinet de Vanessa ressemble à une scène. Les baies vitrées du sol au plafond encadrent le Bay Bridge, et la lumière matinale reflète sur la table en noyer poli. Je m'assieds le dos droit, les mains croisées sur mes genoux, regardant Preston et Mitchell Crawford entrer. Preston ne me regarde pas. Il a vieilli en 6 semaines, cheveux grisonnants aux tempes, rides plus profondes autour de la bouche. Crawford porte une mallette en cuir, son costume impeccable. Réglons ça, dit Preston en s'asseyant,
la voix tendue, peut-être par le désespoir. 500 000. En espèces. Aujourd'hui. Je ne réagis pas. Vanessa se tourne vers moi, sort sa tablette. C'est remarquablement généreux, dit-elle d'un ton neutre. Pour une famille qui est, comme vous l'avez dit la semaine dernière, à court de liquidités. Crawford se racle la gorge. Mon client propose un règlement important pour résoudre cette affaire rapidement et discrètement. Rapidement, je répète, à cause de l'échéance du Discovery vendredi prochain. La mâchoire de Preston se crispe. Ne dramatise pas, Alana. C'est du business. Mon téléphone vibre. Un texto de Meredith au groupe familial élargi, transféré par ma cousine Rachel. La cupidité d'Alana détruit cette famille. Elle exige des millions pour une propriété qu'elle visite à peine. Appelez-la pour lui parler raison. Je montre l'écran à Vanessa. Elle le regarde, puis prend note. Monsieur Moore, dit Vanessa. Êtes-vous conscient que votre épouse mène actuellement une campagne de harcèlement coordonnée contre ma cliente? Meredith est en colère, dit Preston. Peut-on la blâmer? Sa propre fille extorque la famille. Le mot frappe comme une gifle. Extorsion. Il construit son récit, testant le son de ses mots. Mon téléphone sonne. Tante Caroline. Je refuse. 30 secondes plus tard, on m'appelle, oncle Richard. Refusé. Puis cousin Michael. Ils continueront à appeler, dit Preston. Tout le monde sait ce que vous faites. Tout le monde sait ce que vous leur avez dit que je fais. Je corrige. Il y a une différence. Crawford se penche. Mademoiselle Moore, discutons des réalités juridiques de votre situation. Votre autorisation de pouvoir d'urgence pourrait être interprétée comme une violation de votre devoir fiduciaire, gelant les comptes familiaux sans cause valable, niant l'accès à des fonds légitimes, ces actions vous exposent à une responsabilité importante. Cause valable, répète Vanessa, comme pour arrêter 350 000 $ de retrait de jeux non autorisés. Nous contestons cette interprétation, dit Crawford d'un ton assuré. Spencer Moore avait une autorisation implicite pour accéder au fonds du trust à des fins personnelles. Implicite. Vanessa tape sur sa tablette. Choix de mots intéressant. Preston se remue sur son siège. Écoute, Alana, je sais que tu es en colère à propos du commentaire au brunch. Ta mère a dépassé les bornes, mais ça va trop loin. Sauf les 500 000 $, je précise. Nous rétablirons ton accès système. Tu signes une renonciation et nous passons tous à autre chose. Ou, je demande. Ou nous poursuivons avec notre plainte éthique auprès du barreau californien, dit Crawford. Nous soutiendrons que vous avez abusé de vos privilèges administratifs à des fins personnelles, que vous avez fabriqué cette crise pour obtenir un paiement. Le sourire de Vanessa est tranchant. Veuillez déposer cette plainte. J'aimerais la voir. Preston se penche en arrière, essayant de reprendre le contrôle. Vous avez 48 heures. Après ça, l'offre tombe à 250 000 $. L'ultimatum flotte. Mon téléphone sonne à nouveau. Cette fois, c'est Spencer. Je le fixe jusqu'à ce que ça s'arrête. Nous avons une contre-présentation, dit Vanessa. Elle connecte son ordinateur au projecteur. Si vous nous accordez quelques minutes. Crawford échange un regard avec Preston. C'est inhabituel. Faites-nous plaisir, dis-je. Vanessa clique sur la première diapositive. Le nom de Spencer apparaît en haut, suivi d'une chronologie. Des barres rouges montrent les retraits sur 18 mois, chacun lié à un casino spécifique d'Atlantic City. Total en bas, 350 000 $. Diapositive 1, Vanessa Narr. Vol systématique de Spencer Moore au trust familial Preston. Le visage de Preston reste figé, mais sa main serre la coudoir. Cliquez. La diapositive 2 s'affiche, relevé bancaire surligné, horodatage de mai, signature de Preston sur les rapports trimestriels que j'avais préparés, chacun notant des retraits irréguliers nécessitant un contrôle. Diapositive 2, connaissance documentée du vol par Preston Moore, au moins 6 mois, possiblement plus. Ceci commence, dit Crawford. Veuillez attendre la fin pour toute objection, dit Vanessa aimablement. Cliquez. Diapositive 3, comptes offshore, Bermudes, documents fiscaux falsifiés, frais de consultation fictifs.
Le chiffre en bas me fait mal au ventre malgré que je l'ai déjà vu, 2,3 millions de dollars d'actifs étrangers non déclarés. Diapositive 3, évasion fiscale. Documentation de la dissimulation volontaire de comptes étrangers, fausse déduction de frais professionnels, revenus non déclarés. L'IRS serait très intéressé. Le visage de Preston est devenu gris, vraiment gris, comme un vieux journal. Crawford chuchote à son oreille, mais Preston ne l'écoute pas, fixant l'écran. Cliquez. Diapositive 4, violation SEC, transaction sur information privilégiée, conflit d'intérêts non divulgué, fausse présentation des performances aux investisseurs, chaque infraction suivie de peine de prison possible. Diapositive 4, fraude sur valeurs mobilières, multiples violations, 5 à 7 ans de prison fédérale estimée. C'est de l'extorsion, dit Crawford, mais sa voix a perdu confiance. Ce sont des preuves, corrige Vanessa. Diapositive 5, chaîne de mai, message de Meredith aux entrepreneurs, tous avant la démolition du bien à Tao. Faites-le simplement. Je m'occupe de Preston. Pas besoin de permis pour l'intérieur. Commencez la bibliothèque cette semaine. En dessous, icône de fichier audio. Vanessa clique. La voix de Preston remplit la pièce, métallique mais reconnaissable. Peu importe comment vous faites, juste faites-le. Horodatage d'il y a 3 ans. Conversation sur le retrait de fonds du sous-compte de Spencer pour couvrir ses dettes de jeu. Preston savait. Preston a autorisé. Preston a couvert. Silence complet dans la salle. Revenons à votre offre de règlement. 500 000 $ et délai de 48 heures. Toujours raisonnable? Crawford écrit frénétiquement. Preston me regarde enfin, yeux creux. Depuis quand planifiez-vous ça? Depuis le moment où maman m'a traité de cas pathétique, je réponds. Ils ferment les yeux. À l'ouverture, quelque chose s'est brisé derrière eux. Rédigez les papiers. Pardon, demande Vanessa, mais nous l'avons parfaitement entendu. 2 millions de dollars. Rachat total de la part de Tao. Confidentialité mutuelle. Renonciation à toute réclamation contre Alana. Et vous supprimez son accès admin après qu'elle ait restauré le nôtre. Voie mécanique. Pas d'aveu. Formule standard de règlement. Crawford touche son bras. Preston? Nous devrions discuter. Non. Preston se lève. C'est fini. Faites-le rédiger aujourd'hui. Je veux que ce soit terminé. Il sort sans un mot. Crawford rassemble sa mallette, visage neutre. Je vous aurai les documents au bureau avant la fin de la journée. Lorsqu'ils partent, je souffle enfin. Le virement sera effectif avant que vous quittiez l'immeuble, dit Vanessa. Je m'en assurerai. Mon téléphone vibre. Spencer. Texto depuis la rééducation, merci de m'avoir sauvé. Nouveau message. Voicemail de Meredith. Je la mets en haut-parleur. Ce n'est pas fini, Alana. Tu crois avoir gagné, mais tu as perdu ta famille. J'espère que ça en valait la peine. Je supprime tout. Puis je bloque son numéro. Ça en valait la peine, demande Vanessa doucement. Ça en valait la peine? Je regarde la baie, l'eau scintillante dans le soleil qui s'éteint après 3 heures. Oui, je réponds. Absolument. 6 mois après le règlement, je me tiens dans la cuisine de mon Penthouse, observant le brouillard se dissiper au-dessus de la baie de San Francisco. La vue s'étend sur 270 degrés, du Golden Gate Bay Bridge. Pas de voisins. Pas de murs partagés, juste du verre, le ciel et l'eau. L'ascenseur privé sonne. Mes invités arrivent. J'ajuste mon pull en cachemire émeraude et traverse le salon. Aucune photo de famille ne surcharge les étagères. À la place, mon prix, 31,30 $, trône sur un piédestal sur mesure près de la fenêtre, captant la lumière de l'après-midi. Des œuvres d'art de galeries locales ornent les murs. Mes réussites, mes choix, mon espace. La bibliothèque occupe tout le mur ouest. Des étagères en noyer du sol au plafond contiennent la collection de livres de grand-mère Claire, déplacés depuis Tao et arrangés exactement comme elle les gardait. Poésie à gauche, classique au centre, ses romans policiers préférés à droite. Je caresse les tranches des livres en passant. Vanessa Hargrove descend la première de l'ascenseur, tenant une bouteille de vin. Cet endroit me coupe toujours le souffle. À chaque fois. Je confirme.
Les autres suivent. Marcus, de mon cabinet de conseil. Elena, mon ancienne collègue de Stanford. David et son mari James. 3 femmes de mon groupe de soutien. 8 personnes qui étaient là quand ça comptait. Nous nous rassemblons autour de ma table de salle à manger tandis que le soleil de dimanche après-midi traverse les fenêtres. Même heure que ces horribles brunchs. Univers différent. Elena passe le saladier. Ma sœur vient de me demander de planifier Thanksgiving encore une fois. 3e année consécutive. Aucune offre d'aide, juste une attente. Marcus rit. Tu as dit oui? J'ai dit que j'avais des projets. Et toi, demande Vanessa. Maintenant oui. Je vais à Hawaï. Toute seule. Tout le monde applaudit. David se penche sur sa chaise. Ma mère a appelé hier, demandant si je pouvais juste jeter un œil rapide à ses documents fiscaux. Je lui ai dit que mon tarif est de $300 de l'heure, famille incluse. Qu'a-t-elle répondu? Je demande. Elle a raccroché, puis a envoyé un texto disant que j'avais changé. Tu as changé, dit James en serrant la main de son mari. En mieux. Je lève mon verre. Aux limites. Aux limites, répète-t-il. Quelqu'un évoque le stress des fêtes à venir, l'angoisse des dîners familiaux imposés, la culpabilité de dire non. Je pose ma fourchette. Je vois ma famille tous les jours. Vous êtes assis à ma table. Les mots tombent dans un silence confortable. Les yeux d'Elena brillent de larmes qu'elle ne cache même pas. Plus tard, en débarrassant, Vanessa me prend à part. Preston Capital t'a envoyé une demande commerciale la semaine dernière. Je sais. Je l'ai supprimée. Sans répondre? Sans hésitation. J'empile les assiettes dans le lave-vaisselle. Il peut se permettre l'expertise de quelqu'un d'autre maintenant. Mon téléphone vibre. Une nouvelle demande de client. Une start-up technologique a besoin d'une consultation en infrastructure de données. $500 de l'heure, engagement minimum de 10 heures. Je réponds avec mon contrat standard, professionnel et clair. Ma valeur n'est plus négociable. Ce soir-là, après le départ de tous, je me verse du vin et sors sur le balcon. Les lumières de la ville commencent à scintiller en dessous. Le Bay Bridge brille contre le ciel assombri. Mon journal de thérapie est sur la table d'appoint. Je feuillette les entrées d'il y a 6 mois. Peut-être ai-je exagéré. La progression est nette. Le doute de soi se transformant peu à peu en clarté. Entrée de la semaine dernière. Je me suis sauvé. Spencer vient demain. 6 mois sobre maintenant. Assiste à des réunions. Reconstruit sa vie. Il a appelé la semaine dernière pour demander si nous pouvions prendre un café. Sa voix était différente. Plus claire. Présente. Je dois m'excuser correctement, avait-il dit. Pas les conneries, ai-je dit lors du règlement. Une vraie excuse. D'accord, lui avais-je répondu. Je l'écoute. Nous construisons quelque chose de nouveau. Lointain mais honnête. Il n'est plus l'enfant chéri d'un système toxique. Je ne suis plus le bouc émissaire. Nous sommes juste 2 personnes essayant de faire mieux. Preston et Meredith existent quelque part à Palo Alto. Je n'en sais rien. Aucun contact. Numéro bloqué. Email filtré vers la corbeille. Leur emprise sur ma vie est coupée définitivement. Mon cabinet de conseil compte désormais 12 clients réguliers. J'ai refusé 3 projets le mois dernier parce qu'ils ne correspondaient pas à mes valeurs. Ce pouvoir. Ce choix. Ressens encore la nouveauté. Je mentor une jeune femme, Sarah, qui m'a contacté après m'avoir entendu parler à la conférence Women in Tech. Sa famille la traite comme leur département informatique personnel tout en se moquant de sa carrière. Le schéma était douloureusement familier. Faites et payez, lui avais-je dit. Ou partez. Votre expertise a de la valeur. Facturez en conséquence. La semaine dernière, elle m'a envoyé un message. Je suis parti. Merci. J'ouvre mon journal à une nouvelle page et j'écris. Maman disait que la pitié expliquait pourquoi il m'incluait. Elle avait raison sur un point. La pitié était impliquée. Ma pitié pour eux m'a maintenu piégé. Sa cruauté a été la clé de ma libération. En essayant de me diminuer,
Elle a révélé que ma vraie valeur n'était pas dans leur acceptation, mais dans mes propres capacités. Certains qualifieraient mes actions de froides. Je les appelle nécessaires. Le coffre familial a été construit par mes mains. Quand j'ai finalement changé la combinaison, je les ai exclus et me suis libéré. Je referme le journal. Mon téléphone vibre à nouveau. 2 nouvelles demandes de clients. Je me dirige vers mon bureau à domicile, laissant le passé derrière sur ce balcon, se dissolvant dans la nuit de San Francisco là où il appartient.